BFM Business, les chroniques de l'été. Face à l'inflation, la Banque Centrale Européenne va annoncer demain sa première hausse de taux depuis 11 ans. La Fed, de son côté, a déjà bien amorcé son cycle de resserrement monétaire. On en parle dans le débat avec Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Marqueur numéro 2, la hausse des taux et le retour du risque pays. Objectivement, on a aujourd'hui des banques centrales qui sont dans une position assez inconfortable. C'est bien, on a créé de la monnaie, une quantité de monnaie, plus qu'on avait produit de richesse en face. Généralement, ce système un peu déséquilibré, il est assez fréquent que ça conduise justement à une montée des prix. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que soit les banques centrales décident de mettre le pied sur le frein, de ne pas trop durcir les politiques monétaires, et donc on continue à gonfler des bulles d'actifs comme on l'a fait depuis des années, et là, avec une inflation qui peut devenir incontrôlée, soit elles décident de durcir vraiment les politiques monétaires, la Fed a commencé à en prendre le chemin, et là on prend le risque potentiellement d'une crise de la dette. C'est fait partie des scénarios possible dans la mesure où on est sur des niveaux de dette publique et privée qu'on n'a jamais vu si on durcit les conditions de crédit. Il y a un moment où certains ne s'en relèveront pas, notamment des entreprises. Alors on a effectivement un retour du risque pays quand même. Il y a quand même des tendances un peu nationalistes, des frontières qui ont tendance à se refermer. On l'a bien vu sous Donald Trump avec une Amérique qui s'efface petit à petit. Avant, elle était là pour contenir le risque géopolitique. Elle était là finalement pour piloter la monnaie dominante. Et puis c'était cette vieille idée de chez l'Amérique qui est quand même un petit peu en train de s'évaporer. Et l'économie avait tendance à diriger le politique. Enfin, on se demande si c'est pas justement l'inverse maintenant qui va s'installer. Et on sait bien que ce mouvement-là auquel on assiste, c'est un mouvement de hausse des coûts de production, c'est un mouvement de hausse des coûts de manœuvre. Ça va se répercuter sur les prix et que ce monde d'après, probablement, il sera plus cher. Pendant 30 ans, on achète des prix bas. Pendant 30 ans, on fait le bonheur des consommateurs. Est-ce que maintenant, c'est pas le grand retour des producteurs? Alors, messieurs, je vous pose la question. Jean-Marc, ce monde de hausse de taux, ce monde de repli sur soi, ce monde moins concurrentiel probablement, comment vous le voyez? Alors sur la hausse des taux, je pense que la hausse des taux est devant nous et qu'elle était nécessaire et indispensable. Ah mais je sais, vous êtes un grand admirateur de ceux qui montent les taux en premier, notamment les Anglais. Absolument, et donc non seulement les Anglais montent les taux, mais en plus ils le théorisent. Et c'est Andrew Bailey, qui n'est pas un économiste des années 70, qui est l'actuel gouverneur de la Banque centrale, et qui est un vrai économiste, lui. Donc, il sait de quoi il parle. Et donc, il explique qu'effectivement, il faut tenir compte des leçons du quantitative easing. Et les leçons du quantitative easing... Donc, la théorie quantitative de la monnaie. Non, le quantitative easing, c'est le fait qu'effectivement, alors que normalement, la Banque centrale crée de la monnaie sur la base de ce qu'on appelle le qualitative easing, c'est-à-dire qu'elle elle crée pas de monnaie, mais elle transforme la monnaie créée par les banques sur la base de la qualité des prêts consentis par les banques. Ça, c'est la création monétaire normale. Voilà. Bon. Et donc là, ça continue. Simplement, la Banque centrale transforme la monnaie qui a été créée par les banques, quelle que soit la qualité, en les incitant à multiplier, au contraire, les opérations de prêt, de crédit, et donc à augmenter la quantité de monnaie en circulation. Donc, quantité de monnaie, ok, d'accord. Et donc, ce quantitative easing reposait sur deux choses, des taux d'intérêt très bas, parce que si on veut prêter beaucoup, il faut que les taux d'intérêt soient bas, il faut qu'il y ait des gens pour demander cette monnaie. Ils ont été négatifs, Jean-Marc, donc de ce côté-là, on a bien vu voilà. les effets. Et la deuxième chose, c'est prêter en priorité à un agent économique dont on peut penser qu'il est toujours demandeur, qui est l'État. Bien sûr. Et donc, à partir de là, vous avez en fait deux théories qui sont mises en place, la théorie monétaire moderne qui dit il faut continuer, et donc ce que dit Andrew Bailey en disant il faut revenir à l'idée quand même que c'est un peu donc un des théoriciens de la RBCS, la Real Business Cycle School, qui dit effectivement l'enjeu c'est de prêter sur le qualitatif, mais il faut quand même garantir aux États qu'ils ne feront pas faillite. Donc on maintient des taux d'intérêt assez élevés pour qu'il y ait un arbitrage entre l'épargne, l'investissement, une évaluation... Pour freiner l'inflation, objectivement. Enfin, il y a quand même l'idée dans les resserrements de politique monétaire que c'est une arme anti-inflation. Non, bon, c'est pas ce que vous n'êtes pas d'accord. Non, mais c'est pas ce que dit Andrew Bailey. C'est pas ce que dit Andrew Bailey, d'accord. Et les banques centrales utilisent la hausse des prix comme prétexte pour normaliser une nouvelle forme de politique monétaire. Car ce qui est intéressant, c'est que les banques centrales ont toujours été derrière un discours très rigide, ont été en fait très pragmatiques. Et donc là, elles disent l'enjeu. Tire les monnaies à la hausse. L'enjeu, c'est de faire en sorte que, effectivement, on retrouve le financement de l'économie sur des bases taux d'intérêt égales taux de croissance et qu'on évite la banqueroute des États, c'est-à-dire qu'on continue à racheter la dette publique. Et donc, pour conclure là-dessus, je pense qu'on va vers des taux d'intérêt plus élevés et des politiques de rachat de dette publique qui vont se maintenir, mais sur des bases négociées avec les États. On l'a entendu avec ce qu'a dit Jeannette Yellen, on l'a entendu aussi avec ce qu'a dit encore récemment François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, en disant... Vive les Anglais. En disant, voilà, je m'applique la doctrine anglaise, je fais du Andrew Bailey. Bon, c'est d'où l'idée d'un outil anti-fragmentation que la Banque Centrale Européenne est en train d'imaginer. Emmanuel Le Chypre, ce nouveau monde de hausse de taux.
Moi, je suis frappé par alors l'explication d'Andrew Bailey est vraiment intéressante parce qu'en plus, elle est rarement mise en avant. C'est-à-dire qu'en fait, Si, elle a un ambassadeur qui est non, mais ce que je veux dire, c'est que mais même les grands banquiers centraux, ils nous ressortent à chaque fois les mêmes arguments. On a entendu parler, oh là là, les salaires augmentent, etc. Et en fait, c'est pas ça le sujet. Moi, je suis quand même frappé dans l'analyse. Je suis d'accord. Eux, ils sont vraiment restés dans les années 70. Exactement. Et c'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'il y a une forme d'asymétrie dans la modernité d'approche. C'est-à-dire qu'on voit que dans les 30 années de déflation dont on sort, on a fait preuve, parmi les banquiers centraux, effectivement, de pragmatisme, d'inventivité, c'est le moins qu'on puisse d'innovation. dire, ça, je suis Et que d'accord. là, pour la première fois qu'on se retrouve confronté à un problème d'inflation depuis 40 ans, on nous ressort les vieilles recettes. Or, on sait très bien qu'on est face à une crise vraiment de l'offre. On sait très bien qu'aujourd'hui, si vous montez les taux d'intérêt, ça n'aura pas beaucoup d'impact sur les prix. On est d'accord. Parce que c'est de l'inflation apportée par les matières premières, etc. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Vous n'aboutirez qu'à avoir moins de croissance et pas forcément moins d'inflation. Donc, effectivement, c'est pas extrêmement passionnant. En revanche, effectivement, qu'on se rende compte que finalement le temps et le risque ne valent plus zéro, c'est quand même déjà pas mal parce que ça permet d'éviter beaucoup de mauvaise utilisation de l'argent. Et après, moi je pense qu'effectivement le danger, alors moi parce que vous parliez effectivement de retour du risque pays, moi je suis inquiet aujourd'hui non pas de ce qui se passe au cœur de l'économie mondiale, mais plutôt de ce qui se passe à la périphérie, où on a énormément de pays qui sont effectivement mal remis de la crise sanitaire, qui sont des pays qui sont extrêmement endettés, qui sont des pays qui sont aujourd'hui vulnérables à leur dépendance, notamment alimentaire, vis-à-vis de toutes les céréales qui viennent d'Ukraine et de Russie, etc. Et donc moi aujourd'hui, s'il y avait du risque pays qui revenait, je regarderais très attentivement, non pas le cœur, mais la périphérie de l'économie mondiale, une quarantaine de pays qui sont vraiment vulnérables aujourd'hui. Prochain marqueur du monde d'après, ce sera la transition écologique. Alors, est-ce qu'on peut parler de risque ou d'opportunité? On verra ça. BFM Business, les chroniques de l'été.